moi je veux te dire, moi je pétais ma tête sur le freestyle de Give Me Five avec James Dino. On va foutre la merde. Tu rentrais en studio, tu leur cassais la gueule en studio, ils te respectaient. Observer toute cette ville, elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool. Timeline, le podcast. Take one. Hello, moi c'est Accro. J'ai commencé le rap en 93 et j'ai fait mes armes avec Starflame jusqu'en 2004. J'ai sorti plusieurs albums, développé plein de projets et m'occupe aujourd'hui de Tarmac, le média digital de la RTBF. Bienvenue dans Timeline, une belge histoire du rap, le podcast. Dans cette série, je pars à la rencontre de la crème du rap belge pour des entretiens exclusifs et approfondis. Comment notre rap a évolué depuis son origine il y a déjà 40 ans? Comment les Belges ont développé leur carrière à l'international? Quelles ont été leurs inspirations depuis tout petit, au nord, au centre comme au sud du pays? Qu'est-ce qui marque des différences entre les générations ou les relie encore? Une série d'invités de choix m'ont donné de leur temps pour répondre à toutes ces questions. So let's go. Caballero et Jean Jass. Ce duo de choc parfumé aux fines herbes est composé par un Bruxellois et un Carolo. Deux fans de rap new-yorkais qui ont été propulsés par la vague Back in the Days de 2014, juste après la Smala et Romeo Elvis. Comment ont-ils fait leurs armes dans ce rap-jeu? Qu'est-ce que leur ville représente pour eux? Quelles ont été leurs influences? Qu'est-ce qui les a poussés à devenir youtubeurs avec Aye Fines Herbes? Autant de questions que j'ai pu leur poser au cœur de leur studio à BX. Les disques d'or flanqués au mur. Partons tout de suite sur leur enfance. Vous étiez quel genre de gamin quand vous êtes tombé dans le hip-hop? Comment t'étais quand t'étais petit, quand ça t'est tombé dessus, ce merdier-là? Putain, j'étais un peu fougueux. Hein. Je voulais être un rebelle, je pense. J'avais besoin de rébellion dans ma vie, de pas écouter mes parents et de sortir faire des bêtises. Et du coup, je crois que le rap, ça allait un peu avec ce genre de délire. Et ça m'a attiré, quoi. Ça m'a attiré ce que les rappeurs français ou même les Belges racontaient et tout. Ça me donnait envie de me rebeller. T'as quel âge à ce moment-là? Je dirais 14-15 ans. J'ai commencé avant à écouter déjà, mais ça n'avait pas un tel impact, on va dire. Après, quand tu commences un peu à avoir des soucis à l'école ou avec tes parents et tout, et du coup, ça accompagne. C'est la BO de la vie d'un jeune qui veut se rebeller, quoi, le rap. La jeune rebelle. Et dans vos influences à l'époque, dans ce qu'il y a dans vos oreilles, il y a quoi, tu dis, des groupes de rap belges, français? Qu'est-ce que je devais écouter? Je devais écouter... en Belgique, j'écoutais... À Bruxelles, surtout, j'écoutais beaucoup de rap bruxellois, moi, parce que... ça m'attirait encore plus, je me disais, parce que je voulais déjà aussi un peu en faire, en gros, quoi. Je commençais à écrire dans ma chambre et tout, je me disais, c'est proche de moi, il y a moyen d'en faire, tu vois. C'était qui? Il y avait Gandhi, Opaque, il y avait clairement Convoque. Ultime Team, quoi, ouais. En gros, c'était James Dino. Ouais. À BX, cette époque-là, moi, j'aimais bien LPC aussi. LPC, j'avais écouté cet album qui s'appelait L'allégorie du ghetto. Incroyable, cet album. C'est Chant des loups. Chant des loups, ouais. C'est la nuit, les loups prennent vie, le tête sur mes abris, mais on connaît... Cet album-là, il y avait Youssoupha dessus, je me souviens. Ouais, c'est ça que ça vendait du rêve. Ouais, il y avait du gros rap belge. Toi, c'était le rap vraiment. Toi, tu parles que de ça, mais moi, il y avait tout le reste aussi. Moi, dès que j'ai vu quelqu'un scratcher, j'ai kiffé. Ça m'a intéressé de fou. J'ai fait un peu de graffiti, mais j'étais pas bon. Mais j'en ai fait un peu quand même, surtout sur la porte de mon école. C'est du pur vandalisme, en fait, j'avoue. Il y avait rien d'artistique là-dedans. Mais moi, je m'étais pris tout le package, quoi. Tout le truc, ça m'avait parlé. Et je crois les premiers souvenirs d'albums que j'ai été acheter moi tout seul, en fait, c'est via un de vos projets de Starflame. Sur Mike Smokin, j'avais découvert plein de rappeurs. Il y avait Monsieur R, il y avait Assassin, et Touche d'Espoir est sorti en 2001. Et c'est le premier que j'ai acheté. On a appelé notre album Touche d'Espoir. J'avais 13 ans. Ça, je me rappelle bien, la panthère noire sur la cover et tout. C'est le premier album de rap français que j'ai été acheté de mon plein gré. Incroyable. La similitude entre vous deux, c'est que c'est le rap francophone qui vous enfin, les débuts, moi, je me disais que toi, t'étais très New York, en fait. Mais c'est venu plus tard, le côté américain? En fait, tu vois, le côté ricain, je l'ai aussi sur un album comme Touche d'Espoir, d'Assassin. Il disait déjà plein de mots en anglais, Squat. Il y avait les prods, il y avait DJ Mehdi, il y avait Supernatural. Il y avait des feats ricains, il y avait Harry the Rugged Man, par exemple, sur un morceau. Sur plein de morceaux français. Par exemple, sur Petit Frère, il y avait cette voix scratchée là au refrain. En fait, c'était une spectadex. Comme ça, je suis arrivé au Wu-Tang, tu vois.
Moi, ça m'a vrillé le scratch. Je pense que j'aurais pu totalement me lancer dedans et kiffer à fond, ouais. T'as jamais touché au platine? Non. Sous celle Desco, j'ai déjà essayé, mais j'avais déjà trop de choses à faire en fin de compte. Du coup, j'ai délaissé ça, mais un jour, si j'ai peut-être le temps, pourquoi pas. Parce que franchement, j'aime vraiment bien ça, pour le coup. 13 et 14 ans, c'est vraiment vos premières inspirations, quoi. Mais après, moi, je parle de quand je commençais à comprendre les paroles, voilà. parce que j'écoutais du rap français. Mais c'est vrai que les premiers trucs qui m'ont attiré, c'était gros trucs ricains, tu à la vois. radio. Ouais, voilà, genre MTV, Eminem, tu vois, Busta Rhymes, DMX, tous ces trucs qui passaient sur MTV. Ou tu sais, l'époque des singles que t'achetais. Outkast, moi je me rappelle de Outkast, par Outkast exemple. aussi. Mrs. Jackson. Donc il y avait quand même les hits ricains qui arrivaient jusque chez nous. Ça allait, mais par exemple, pour connaître Assassin, il fallait déjà creuser un petit peu, je me souviens. Donc, Non, moi je connaissais pas Assassin à l'époque. C'est totalement franc. Quelle est l'importance du côté collectif, du crew dans vos approches respectives? C'est quoi les ingrédients indispensables pour avoir une fine équipe? moi, souvent, je dis que ce qu'on fait, c'est un sport collectif. Moi, je crois que tu peux rien faire tout seul. J'ai l'impression que même les grands artistes solo, si on prend un Orelsan, par exemple, c'est une équipe. Si tu regardes un peu plus loin, tu vois qu'en fait, il y a toute une équipe, que c'est pas juste Orelsan, tu vois. Et je crois que c'est une condition essentielle d'avoir ce côté, ok, lui, il fait bien des clips, je vais rouler avec lui pour quelques temps parce qu'en fait, ça colle bien à ma musique. Ok, lui, il fait les meilleurs prods que j'ai jamais entendus, je dois rester avec lui. Je crois que c'est la débrouille aussi. Après, il y avait beaucoup cet esprit aussi dans le hip-hop, on va dire, à notre époque, c'était d'aller pas rapper tout seul. Ouais, aussi. Tu avais besoin de montrer que tu rappais bien et faire des freestyles en cypher, voir qui rappe le mieux. Du coup, finalement, tu captais souvent ces gens-là avec qui t'aimais bien rapper. Et c'était voilà, quoi. On devient un groupe. Tu deviens un crew et Toi, justement, tu démarres avec Exodarap, c'est un crew. Toi, t'es plus en mode solo à chercher des collabs de freestyle, alors? moi, j'avais aussi mon groupe de potes, on va dire, on a créé un petit groupe qui s'appelait Les Corbeaux, tu vois. On était 3 dedans, et on rentrait même des potes qui rappaient pas dedans, et tu vois, ça faisait un genre de crew. Mais c'est sûr que moi, au début, j'ai pas voulu le faire tout seul, tu vois. J'ai voulu aussi partager ça avec des frérots qui rappaient aussi, on s'appelait Les Corbeaux. Écoute ça. Ok. Et l'histoire d'Exodarap, quand on est en équipe et qu'on est à Charleroi, la ville qui va recevoir la lumière sur le rap en dernier, presque, dans ces petites Belgiques. Dans quel état d'esprit on est quand on grandit à Charleroi? Charleroi, en fait, c'est une ville qui a toujours bougé culturellement. Genre, moi, dès que j'ai commencé à rapper, j'ai rencontré plein d'autres rappeurs, autres que Exodarap. Tout se passait un peu dans le parc de Charleroi. Il y avait un endroit qu'on appelait le kiosque, enfin, qui existe toujours aujourd'hui, mais je crois que plus personne rappe là-bas. Et en fait, il y avait plein de gens. Il y avait un gars qui s'appelait Bolly, un freestyler, qui, si tu restes là toute l'après-midi, il va freestyler toute l'après-midi, il va rebondir sur tes mots. Et il rappait bien de ouf. Tu sais, j'avais plein de modèles. Il y avait une équipe qui s'appelait La Cellule. Celui qui était le plus connu à l'époque, c'était Abou Mehdi. Je serais clairement pas là sans eux, parce que c'est eux qui m'ont... ok, ça c'est QB, ça c'est Fruity Loops, viens enregistrer un couplet chez nous, etc., etc. Il y avait clairement un mouvement à Charleroi. Il y en a toujours un en soi, parce que c'est un grand village, comme on dit, donc les gens sont quand même fort connectés, tu vois. Heureusement, ça m'a jamais provoqué, je sais pas, de la rancœur ou de la haine chez moi. C'est juste... Le rap était à l'image de tout le reste, quoi. Charleroi, c'était la ville la plus pourrie de Belgique à l'époque. Maintenant, c'est clairement... bien cool, maintenant. J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait des tas de maisons de jeunes, des gens qui faisaient des instrus. Il y avait un rappeur, par exemple, qui s'appelle Mesbass. Bon, pour moi, c'était un des meilleurs rappeurs belges, tout court, tout confondu, déjà, en ce temps-là. Donc, tu vois, il y avait déjà vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'on soit dans un bon contexte pour apprendre et tout. Tu parles d'un mouvement, effectivement, qui est là avant vous. Cette affiliation au mouvement hip-hop, elle est importante pour vous, ou vous dites, bon, nous, on est plutôt dans le rap, dans la prod, et ce côté tous ensemble, graffiti, breakdance de l'époque, ça nous parle plus trop, en fait? Moi, l'affiliation, on va dire, au mouvement hip-hop, je la trouvais importante, mais c'est pas comme si je me considérais un super acteur de ce mouvement-là. Mais finalement, c'était quand même des trucs que j'aimais. Je regardais des vidéos de danse, sur justedebout.com ou je sais pas quoi, si c'était .com ou .org ou .net, va savoir. Et je regardais Legal Sound pour le rap. Je suis jamais sorti vraiment graffé, mais je suis quelqu'un qui aime bien dessiner de base. Et dessine bien de ouf. Et tu vois, je faisais des dessins avec mon blaze sur des feuilles à l'école au lieu d'écouter, tu vois, des trucs comme ça. Donc finalement, j'y participais aussi, mais c'est pas genre... La SAP aussi.
Ouais, les sapes aussi, j'étais à fond. J'allais à Galerie Agora, je m'achetais les complets Sean John. Tout. Moi, j'avais un complet Detroit. J'avais le Detroit, la marque de Eminem. Tous les trucs foubou. J'arrivais à l'école comme un zinzin en dourag, on me foutait dehors. Un blanc, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais voilà, on vivait quand même les trucs, mais je me disais pas. Je sais pas si je comprenais en fait tout le mouvement, tout le délire, tu vois. Mais finalement, j'y participais quand même, tu vois. Et vos familles, vous me disiez tout à l'heure que vous avez commencé des supérieurs, puis vous avez embrayé plutôt dans la musique. Comment vos familles ont vu ça, vos passions qui prenaient le dessus? Est-ce qu'elles s'attendaient à ce que vous soyez des grands ingénieurs ou est-ce qu'ils vous ont laissé la liberté d'exercer votre musique? En fait, ma famille m'a toujours soutenu. Mais au début, on me soutenait comme si c'était un hobby, comme si j'allais jouer au foot. Et il y a un moment où ça y est, c'est devenu un métier. Mais ça a pris du temps, mais mon père, il n'avait pas de hobby. Il n'avait pas de jouet, mon père. Du coup, je crois que pour lui, c'était pas facile à comprendre, mais c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Donc, il m'a jamais freiné, il m'a jamais empêché de faire ce que j'aimais. Et il y a un moment où il m'a rien dit, mais à un moment, je l'ai vu dans ses yeux. OK, ça y est, c'est ton travail. Je vois que ça commence à se passer pour toi. Et fonce. Après, c'est le premier à me rappeler, parfois, fais attention, il y a des choses qui durent pas. Réfléchis comme ci, réfléchis comme ça, tu vois. Et c'est des conseils qui sont évidemment encore plus importants à l'heure actuelle, en 2024. Enfin, au niveau du soutien de ma famille pour ma passion, ça a été plus compliqué pour moi. Ma mère, c'est un ange, elle est trop gentille, donc en gros, de toute façon, je faisais ce que je voulais entre guillemets avec elle, parce que voilà, les daronnes, elles sont plus gentilles et tu prends souvent le dessus. Donc je lui imposais un peu à ma maman. Mes parents sont séparés, tu vois, donc en gros, il y avait un peu les deux foyers. Et chez mon père, c'était impossible, quoi. Mon père, il voulait vraiment le truc, faire des études, avoir un boulot, on va dire, normal, etc. Mais d'une certaine manière, ça donne aussi une genre de rage de vaincre. Tu as envie de prouver et au monde, et surtout au cercle encore plus proche d'abord, que tu peux y arriver, tu vois. Donc, je faisais, on va dire, les études à demi-teinte pour pas que, tu vois, on me prenne trop la tête. C'était très stratégique, quoi. Dès que je finissais les cours et que j'avais semblant d'avoir des semi-bonnes notes, en vrai, j'allais au studio, j'allais rapper toute la nuit, je sortais... C'est Fab, dans un morceau, en Dieu, il dit que les études, c'est fait pour assurer la MIFA. Je sais plus dans lequel. Exactement. J'ai fait pareil. Hein. Tu vois, voilà. J'ai ramené le diplôme à la maison pour pouvoir faire ma passion, en fait. Moi, j'en ai pas ramené, mais... Non plus, j'en ai pas ramené, finalement. C'était... Je sais pas, je sentais que je leur devais ça. Mais t'as raison. J'aurais kiffé, finalement. Moi, j'aurais kiffé faire comme A-Crow. Ouais, comme A-Crow, moi. De la deuxième génération. Second generation. Effectivement. Est-ce qu'il faut à tout prix passer par la street, la rue, la vraie, pour être legit en tant que rappeur? En tout cas, les années où nous, on a commencé, le côté street cred, c'était super important. Mais si je prends un exemple comme Abou Mehdi dans ma ville, en tout cas, à l'époque où moi je travaillais avec lui, il n'en parlait pas, c'était pas du tout... Son fonds de commerce. Ouais, non, il frimait pas avec ça, pas du tout. Et le côté street cred, moi, petit à petit, j'ai vite compris que ça servait à pas grand. En fait, ça dépend après où tu es, mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu vas à un concert en 2024, tu vas voir, je sais pas, tu vas voir Gazo, et le lendemain, tu vas voir, je sais pas moi, Odysseys, ou tu vois un truc beaucoup plus gentil, là, comme ça, j'ai pas d'exemple, mais en fait, c'est les mêmes personnes. Souvent, c'est les mêmes personnes. La street cred, ça a toujours été un truc pour faire rêver, comme on a tous rêvé devant Scarface, ou ce genre de truc. Les gangsters, les truands, ça fascinera toujours, et je pense que ça continuera à fasciner. Mais heureusement, nos aînés, ils nous ont... en tout cas, à Charleroi, il y avait tout de suite ce truc où... moi, on m'a vite fait comprendre que si tu voulais devenir le meilleur, il fallait juste travailler plus. Oui, personne n'est venu vous mettre des pressions en mode mais vous êtes de la rue, vous avez des parents aisés, vous êtes... Jamais. Plus à notre époque, on va dire. Quoi. On était déjà de la 4e génération, ouais. donc ça avait déjà, on va dire, ça avait déjà évolué, quoi. Ok. Dans les années de notre génération, du coup, la deuxième, année 2000, on parle du marché français. Il y a Starflame, ben, évidemment, je l'ai vécu. James Dino l'a vécu. Silla l'a vécu. On avait l'impression en label que, même si on venait avec du rap conscient, qu'il fallait un peu être les clowns qui parlaient de moules frites et qu'en tant que Belge, on devait être, je sais pas, une espèce de moule... une caricature. Caricature, ouais. Et est-ce que vous êtes arrivé avec Bruxelles Arrive à mettre tout le monde d'accord? Est-ce que vous avez l'impression que la génération, justement, la classe d'avant, elle a dû un peu se sacrifier pour et se ramasser des portes dans la gueule pour que après ça puisse s'ouvrir, peut-être aussi avec Stromae?
Je pense que les générations au-dessus de nous, elles ont d'office défoncé des portes pour nous et on est rentré plus facilement. Et je pense que, ouais, il y avait peut-être plus de concessions à faire à leur époque. Et en même temps, je veux dire, même nous, dans notre couleur, on a quand même du second degré. Donc, on n'est pas spécialement obligé, tu vois. Mais peut-être que c'est quelque chose un peu que la France a vu en nous, toujours, tu vois, je sais pas, peut-être dans le cliché, les Belges, ils sont plus drôles, ils se prennent moins la tête, ils sont moins en sérieux, donc peut-être qu'ils se disaient, pour rentabiliser toutes ces signatures, on va miser un peu sur ces particularités-là de ces artistes-là. Mais nous, en tout cas, je pense qu'on a eu toujours énormément de liberté sur ce qu'on a voulu faire, quoi. On a toujours pris nos propres décisions. Que ce soit... Ce qui est incroyable, c'est tout à l'heure, vous me disiez, malgré les disques d'or, malgré la percée, parce que nous, les autres Belges, on se dit, c'est génial, on a enfin une génération dorée qui a droit à tout ce qu'on n'a pas eu. Vous me dites, Skyrock, en playlist journée, on passe pas, en fait. Vous êtes quand même pas dans le plafond de verre français, alors. Mais en fait, si on prend notre exemple à nous, vraiment, Kabajiji, on est dans une case un peu dans la nôtre, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont un peu mainstream. Par exemple, Aïe Finzerbe, c'est devenu mainstream. Mais on n'a pas un rap qui se joue en radio, je crois, par rapport à ce qu'on dit dedans, par rapport peut-être à des choix de prod qui sont peut-être un peu différents que ce qui passe toute la journée sur Skyrock. Mais après, ça fait partie aussi de la liberté qu'on a. Et nous, on a vraiment réussi à passer des étapes sans besoin, tu vois, d'avoir... Même quand on a ramené Stromae en studio, finalement, c'est un morceau qui nous ressemble beaucoup. Et c'est pas forcément celui qui a le plus pris. On va dire que les morceaux qu'on a peut-être un peu plus calculés, ça a jamais été ceux qui, au final, ont porté notre carrière. Ça a plus été Ils sont pas passés sur Skyrock. Voilà. Et je crois qu'il y a ce côté où peut-être qu'on a manqué certaines choses, peut-être qu'on passe à côté vraiment de certaines choses, mais d'un autre côté, on peut un peu tout maîtriser, tous les aspects tous les arcs un peu de ce qu'on propose, le côté télé-réalité d'Aïe Finzerbe, le côté un peu plus spé des vinyles qu'on sort, où on rappe que sur des trucs new-yorkais, où il n'y a pas de batterie. Et à côté de ça, on essaie de faire de la musique encore actuelle. Tant qu'on a de l'inspi, on verra jusqu'à ça nous porte, mais pour nous, on essaie de calculer un minimum. C'est ça l'idée. Contrôler ce que vous avez envie de faire d'abord. Voilà. Exactement. Tu parlais de Stromae dans la collab. Stromae, c'est clairement un game changer en 2014 parce qu'il permet d'amener le Belge... Avant lui, il y a certainement Jacques Brel, il y a certainement, je vais pas dire Benny B, mais il y a des gens qui popularisent un peu le style belge. Et lui, il arrive avec son côté... parce que Benny B, c'était de la hip-house. Lui, c'est de l'électro-rap. Est-ce que vous pouvez me parler du phénomène Stromae et ce qu'il a permis pour le reste ? Le phénomène Stromae, il est très clair. C'est lui qui a peut-être le plus facilité la tâche à tous les rappeurs belges ou les artistes belges simplement, quoi. Il a rendu cool. Et les joueurs de foot. Parce qu'en fait, on oublie souvent ça, mais en fait, ce qui a rendu le Belge cool, c'est vrai qu'il y a c'est Stromae et l'équipe nationale. C'est vrai. Du coup, ça nous a facilité la tâche à tous. Je pense que le Belge est devenu cool. Ça y est, c'est plus le grand frère français qui se moque du petit frère. Il nous met sur le même pied d'égalité, quoi. C'est à ce moment-là que veut tous nous signer. Tu sais, chaque maison de disques française veut signer son artiste belge. Du coup, ça a été un peu la foire à ce moment-là. Tu vois, ils ont appelé ça la nouvelle vague du rap belge. Et nous, sans trop comprendre le truc, on s'est juste laissé un peu porter par cette vague. On a essayé de surfer. Exactement. Vous consacrez combien de pourcentage, entre guillemets, d'énergie dans vos créations entre la musique, la prod et la stratégie réseaux sociaux ? Au moment de la nouvelle vague du rap belge, c'était très très important, je pense. Les réseaux sociaux, c'était essentiel. Donc c'est sûr qu'il fallait vraiment nourrir ça souvent. Plein de stories, plein de posts, plein d'interactions avec le public qui dessus, etc. Après, c'est sûr que ça évolue aussi. Donc maintenant, il y a des gens qui font des carrières. Ils éliminent même leur Insta et, je sais pas, ils envoient des signaux de fumée pour dire qu'il y a un album qui sort et ils ont même pas besoin de plus, tu vois. Donc ça a aussi beaucoup changé. Moi, j'utilise moins, on va dire, les réseaux sociaux de nos jours. Je suis moins dans un truc où je me dis que je dois le nourrir, etc. Parce que voilà, il y a eu une explosion et maintenant, il y a un rythme de croisière, on va dire, où t'es pas obligé d'être à fond dedans. Mais c'est sûr qu'au début, c'était essentiel. Ouais, fallait se montrer, fallait être le plus drôle, fallait faire les stories les plus marrantes, trouver les filtres les plus what the fuck pour les rentabiliser, en faire quelque chose de drôle pour que ta story elle fasse des vues. Et en même temps, tu disais, ouais, mon album, il sort à ce moment-là, en fait, machin. Donc ouais, c'était très important. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé à Finzerbe aussi, tu vois, parce que c'était vos, pour ramener des gens à ça. Vos réseaux favoris, c'est quoi ? Celui, moi, que j'utilise le plus, c'est Insta. Mais il y a des gens,
vraiment, c'est plus 70% contenu sur des réseaux sociaux et puis 30% de musique. Nous, on est encore dans ce truc où je préférais faire l'inverse. Pour moi, ça restera toujours la musique qui gagne, mais les exemples prouvent que tu peux y arriver. Oui, c'est comme les formats. Il n'y a plus besoin d'avoir un album de 16 tracks aujourd'hui. Et Clairement. avec 2 ou 3 titres bien balancés en réseau, tu peux faire des tournées. Clairement. Totalement. Clairement. Ok. Est-ce que tu peux nous résumer cette aventure dingue de Back in the Days avec 2 gars qui commencent à faire des soirées, des petites soirées électro, peut-être à Charleroi, puis qui s'exportent sur Bruxelles, puis qui vont vous amener à l'international et qui vont créer une écurie incroyable. Mhm. C'est quoi le success story? C'est quoi l'histoire de Back in the Days? Back in the Days, c'est vraiment... déjà, c'est clairement une famille maintenant, tu vois, parce qu'avec mon manager Max, moi je l'appelle père, hein, tu vois, dans tous les messages, je dis père, merci, machin, je le remercie très souvent. C'est sûr qu'ils ont fait un travail incroyable, parce que après, moi je suis encore plus impressionné en tant que Bruxellois, on va dire, qui, tu sais, on a un peu souvent la critique facile envers tout ce qui est province et tout, Charleroi, on se moque un peu, etc. Et tu vois en fait que les Carolo, ils débarquent, mon ref, ils arrivent à BX, ils se prennent des bureaux en plein centre là, de 600 mètres carrés et ça maîtrise tout le booking presque belge, francophone aussi, il y a plein d'artistes, machin. Donc non, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est ça, c'est des jeunes ambitieux qui ont une vision, qui en sortant un peu de Charleroi, parce qu'ils commençaient à Charleroi et faire tous leurs trucs, en arrivant à BX, ils ont les bonnes visions. Ils misent sur la Smala. Je suis ma voix et puis je rentre à l'appart. J'oublie qu'il y a des souvenirs que la vie ne remplacera pas. Tu vois, qui commencent à clairement faire parler d'eux. Ils se disent, vas-y, on va miser sur eux, on va un peu les accompagner. Donc, ils se font un peu les dents en management avec eux, etc. Tourner en France. Des tournées en France, ils organisent, etc. Donc voilà, c'était des jeunes ambitieux avec beaucoup de vision. Beaucoup de débrouillardise aussi. Hier, on était avec des Parwan qui me disaient que justement, au début, il y avait pas mal de collabs entre Give Me Five et Back in the Days. Mhm. À quel niveau c'était important pour vous, ce channel Give Me Five dans le rap belge? Ouais, pour moi, Give Me Five, à une époque, c'était le rêve. Hein. Et même, je pense que ça a dépassé les frontières. Il n'y avait pas que pour les Belges. Ouais. Hein. Je pense que les Français, à un moment, se sont dit, purée, c'est un sacré média. Au départ, Give Me Five, c'est un gros acteur de tout ce qui se passe. Clairement, ouais. Give Me Five et La Smala, c'est peut-être des noms qu'on oublie souvent de citer quand on parle de la nouvelle vague, là, plus de ce qui nous est arrivé à nous. Mais en fait, pour moi, ça fait partie du truc, quoi. Clairement. Vous avez fait combien de vidéos sur Give Me Five en poignée de punchline? À départ, pour un freestyle sur lequel je pose même pas, je pense. Faudrait que je vérifie. Ah ouais? Ok. Je crois, ouais. T'as aussi le freestyle le plus vu de sa chaîne. Ouais, c'est une prod à moi. C'est une prod à lui. Du coup, il y a Alpha, Nekfeu, il y a Dino, il y a La Smala. CIT. Ouais, et il nous a raconté hier que dans ce freestyle, il voulait le faire en une take. Et il y avait tellement de monde qu'il avait backé l'homme pâle. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Je crois qu'il s'en est mordu les doigts. Ah, il s'en est mordu les doigts. Mais ouais, il y avait l'homme pâle dans cette pièce. Il y avait plein de gens, en fait. Ce jour-là, il y avait une espèce de fil. Ouais. De fil, fallait être bien placé. Moi, j'ai de la chance, c'était mon instru. Du coup, j'avais une petite carte spéciale. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pu poser dessus, quoi. Tu veux du hip-hop, laisse faire, moi j'ai le mérite d'être clair. Commandé tel des Oméga 3, demande à Alpha One, chasseur d'instru, j'aime des os, c'est ma proie devant ma page à 4. On voit aujourd'hui plein de youtubeurs qui veulent faire leur single de rap. Mais vous êtes les rappeurs qui allez créer une chaîne de divertissement incroyable sur YouTube. Mais on est encore tôt, hein, parce qu'on est à la même période que justement Tarmac et Check dans vos premiers épisodes. Qui a cette idée incroyable de AF Inzerb et comment vous imaginez ce développement de saison, de gamification, d'invités délire, tout autour de la fumette, de la bouffe, ça vient d'où? Clairement, AF Inzerb, c'est, on va dire, une des meilleures idées qu'on a eues et elle est sortie d'une réunion en mode brainstorming entre nous avec Back in the Days, encore une fois. Avec Max et Anto à l'époque, les deux. Ça. Et c'était clairement, encore une fois, nos références de gens passionnés qui suivons non-stop ce qui se fait, ce qui se passe aux États-Unis. Tu vois des Wiz Khalifa qui font des vlogs. C'est aussi des gros fumeurs, ils filment leur lifestyle. Il y a le Fox That's Delicious. Tu vois Action Bronson, qui fait de la bouffe et tout. Il y a Snoop. Il y a Snoop qui fait son espèce d'émission là, ouais. Il y avait toute l'équipe aussi, tout ce qui est Hot Future, Tyler the Creator aussi. Il y avait plein de petits trucs sur le côté, des petits sketchs, des trucs comme ça. Et nous, c'était clairement une recherche de, ok, bon, on fait de la musique, c'est en train de commencer à bien se passer pour nous, mais comment montrer autre chose, comment se diversifier aussi. Et nous, notre référence directe, c'était tout ce qu'on t'a dit. Et on s'est dit, voilà, on va foutre une caméra, on va se mettre dans le salon avec des potes. En fait, il y a un cuistot dans AF Inzerb qui a une très bonne connaissance de la femme de Max. Du coup, un jour, on s'est retrouvé avec ce cuistot. C'est lui qui a sorti d'ailleurs le nom de l'émission AF Inzerb. Ouais. Et on a fait ça. La première saison, c'est dans l'appartement d'Anto, dis-toi, c'est de la pure débrouille. La deuxième, on a eu Viceland à l'époque qui était vraiment chaud sur nous, là.
Et après, on a repris le truc nous-mêmes parce qu'on a rencontré un réalisateur sur la 2 qui s'appelle Romain Morriconi, avec qui la sauce a vraiment super bien pris aussi parce qu'il a tous ces codes de la télé-réalité que nous-mêmes, on consomme pas vraiment. Mais tu vois, genre tous les trucs des anges, des machins, des trucs. Donc on essaye, clairement, il y a cet aspect parodique un peu là-dedans. Et maintenant, ça nous a dépassé. Moi, la plupart des gens qui me reconnaissent dans la rue, ils me parlent d'Aïe Ah ouais, clairement. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce podcast. La série est disponible sur Ovio et sur toutes les plateformes. Si tu veux en savoir plus sur 40 ans d'histoire du rap belge, n'hésite pas à mater Timeline, la série documentaire, également disponible sur Ovio. De Benny B à Jean Jass, pas moins de 40 intervenants racontent une belge histoire du rap. C'est rempli d'archives et d'anecdotes, de quoi te donner les clés pour comprendre l'évolution du rap belge. À bientôt.